Alors, merci de l'opportunité de venir vous parler. Je vais me présenter brièvement, parler de juste quelques secondes, de mettre en contexte qui on est. Comme on l'a mentionné, mon nom est Pierre-Luc Bisaillon. Je travaille avec une firme basée à Montréal qui s'appelle CloudOps. On fait ce qu'on appelle aujourd'hui de l'info numérique depuis 5 ou 6 ans. Dans le temps, ça s'appelait plutôt des infrastructures pour les applications web à haute performance. Mais de plus en plus, c'est ça qu'on appelle l'info numérique. J'avais mon lien Twitter. J'ai pas vu beaucoup de gens sur Twitter aujourd'hui, mais vous pouvez me trouver là pour continuer la conversation. C'est beau. Juste pour vous donner, je donnerai un peu de contexte sur ce qu'on fait. Nous, en fait, on a une expérience opérationnelle sur la construction et la gestion de nuages privés, de l'infrastructure en tant que service. Puis je vais parler des définitions, puis de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas, puis c'est quoi de l'info numérique. Mais nous, on fait de l'infrastructure en tant que service. On assemble et on vend ces solutions-là à nos clients et on gère ces solutions-là 24 heures par 7. Donc, on a vraiment une expérience où c'est nous qui, c'est pas moi, c'est nous qui a le pager quand il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est des solutions qu'on a recherchées et qu'on approuve de façon où on va mettre notre argent où nos mots sont, là, put our money where our mouth is. Et puis, on travaille beaucoup avec des technologies qui sont d'open source, des technologies qui sont très innovatrices, pas dispendieuses, et qui permettent de faire des solutions vraiment intéressantes à des coûts abordables. On a vu ce matin, là, on parlait des coûts d'utilisation, tout ça. La dernière présentation, on a parlé d'une technologie qui s'appelait OpenStack. Nous, on travaille beaucoup avec une solution qui s'appelle CloudStack. Je ne sais pas si est-ce que les gens connaissent ça, OpenStack, juste voir? CloudStack, à peu près aussi. OK, c'est intéressant. Fait que je vais prendre le temps de le présenter un petit peu, mais juste pour vous donner une idée, j'avais justement dans mes diapos, là, je vais dessus. C'est pas grave, je peux parler, mais on se rendra. Je ne veux pas perdre trop de temps non plus. CloudStack, c'est une technologie qui vient de recevoir le support de Cisco cette semaine, de Computer Associates. On dit qu'il y a plus de 500 instances de CloudStack qui sont installées par mois. Donc, il y a vraiment un engouement impressionnant pour ces technologies-là. Si vous êtes intéressé à l'info numérique dans le domaine open source, mais je vous encourage à faire un peu de recherche. Je vais voir où je peux me rendre. Pas de support technologique. Je vais quand même voir qu'est-ce que j'avais dans mes notes. OK. Bon, en fait, la première partie de ma présentation, c'est de revoir un peu les définitions de l'info numérique. J'avais une couple de références un peu plus humoristiques, mais bon, ça n'aura pas le même impact. C'est moi qui ai décrit, donc je vais sauter tout de suite aux définitions plus officielles. En fait, je pense que c'est important de parler de définition parce que, moi, quand j'ai fait le tour des conférences, en fait, ça fait 6 mois que je suis vraiment dans le bain de l'info numérique. J'étais chez Dell, j'ai fait d'autres choses avant. La plupart des présentations que j'allais voir commençaient toujours par une définition de l'info numérique, puis ça devient un peu redondant. Sauf que l'alternative que j'ai trouvée, c'est que des gens qui parlent de l'info numérique et des avantages et des désavantages sans définir de quoi ils parlent, on peut pas tellement parler de choses différentes que finalement on se perd. Donc, je vais quand même prendre le temps de mettre le tout au point aujourd'hui. Donc, premièrement, je vais parler de l'info numérique sous 3. Bon, ça on fait ça, classe, ça on fait ça. Je parle de barrières, là, mais je veux aussi pour les gens qui se demandent si c'est vraiment réel, l'info numérique. Ça, c'est les statistiques de croissance de Amazon Web Services qui est considéré comme un des nuages publics les plus populaires et les plus utilisés. On est rendu on vient de passer la barrière de 1 milliard d'objets emmagasinés sur leur service de stockage S3. On parle d'une quantité de serveurs, dépendant des estimés, c'est pas publié leur nombre de serveurs, mais on parle entre un quart et un demi-million de serveurs. Donc, s'il y en a qui ont encore des doutes, là, c'est vraiment un mouvement qui est impressionnant et qu'il faut suivre. Puis je parlais des 3 modèles de services, d'infrastructure, de software as a service ou de plateforme, qui connaissent des croissances aussi fulgurantes. Alors, quand je parle de définition du nuage, la petite pause humoristique, quand on demande aux gens, monsieur tout le monde, ça c'est un millier d'Américains, c'est des Américains, c'est pas des Québécois, à qui on a demandé qu'est-ce qu'un nuage. Évidemment, la majorité des gens pensent encore que c'est quelque chose dans le ciel. Il y en a quand même 15-16% qui commencent à comprendre que c'est un réseau informatique intéressant. Il y en a une vingtaine qui ne savent pas c'est quoi. Ça, c'était ma préférée. Les bénéfices du nuage.
d'avoir accès à mes données en pyjama. Ça, c'est toujours un bon bénéfice. J'aime bien la deuxième, de partager des informations avec des gens sans avoir besoin de les rencontrer en personne, ou de me faire bronzer en même temps que j'ai accès à mes fichiers. Bon, fait que je vais revenir à ma définition. Puis dans ma définition, je disais que j'allais parler de 3 points. La première définition dont je veux parler, ou l'aspect dont je veux parler, c'est que le cloud, l'info nuagique, il faut y penser comme un modèle de service. C'est-à-dire, c'est une façon dont on offre une ressource existante. Donc, je vais faire une petite analogie avec l'auto. Quand on a eu la première auto commerciale, la voiture T, la seule façon de se la procurer, c'était de l'acheter. Donc, la première modèle T, ça se vendait pour 850 $. Et puis, si on en voulait une, il fallait l'acheter. C'était quand même abordable pour à peu près 4 mois de salaire dans le temps. Mais ça a pris une dizaine d'années avant qu'on développe un service de location de voitures, qui est dans le fond une autre façon de consommer la même ressource, mais sans avoir besoin de dépenser du capital au début. Donc, c'est un peu la même analogie que je veux faire avec l'info nuagique, pour vous montrer que, dans le fond, si je regarde l'automobile, au cours des années, il y a une multitude de modèles de consommation d'un service automobile qui se sont développés à mesure que les technologies puis les prix se sont ajustés. Les prix ont descendu, les nouvelles technologies sont devenues disponibles. Donc aujourd'hui, je peux acheter une voiture, je peux en louer une à long terme, je peux la louer à court terme, je peux engager un chauffeur, je peux prendre un taxi, je peux même prendre le transport en commun. Et puis ces choix-là, on s'en rend pas compte, mais à tous les jours, on les fait en fonction de quelques variables comme le niveau de contrôle que je vais avoir. Si je prends mon auto, mais je peux aller où je veux, quand je veux, je peux mettre l'huile que je veux, je peux mettre les rims que je veux. Mais je peux quand même prendre un taxi qui va m'amener où je veux, quand je veux, et je peux boire autant que je veux. Donc, il y a quand même certains avantages, puis naturellement, on fait ces choix-là. C'est sûr que quand on prend un taxi, c'est pas nous qui conduit, c'est pas nous qui a décidé justement c'était quel moteur qu'il y avait dans l'auto, mais ça nous amène d'un point B, effectivement. Je parlais tantôt des coûts en capitaux qui sont plus bas par rapport aux coûts opérationnels qui sont plus hauts du côté du taxi ou du transport en commun. Je parlais de flexibilité dans une auto. J'ai les choix que je veux faire pour vraiment adapter l'infrastructure. Mais d'un côté, j'ai beaucoup d'agilité aussi à l'autre extrême. Puis j'ai comme un niveau d'abstraction dans le sens que quand je prends le métro, mais j'ai pas besoin de savoir exactement comment ça marche. J'ai pas besoin de faire d'entretien. Ça marche tout seul. Donc, c'est la même chose au niveau de l'informatique. C'est ça le premier point que je veux faire à propos de l'info nuagique, c'est que l'info nuagique, c'est un modèle de consommation qui part d'un serveur physique, bare metal à gauche, et puis qu'on évolue à un niveau d'abstraction, on transforme en machine virtuelle, on est assez confortable avec la virtualisation, on parle de nuages privés, de nuages publics. Puis je vais parler de 3 en particulier qui sont l'infrastructure en tant que service, la plateforme en tant que service, et puis le software en tant que service spécifiquement. Est-ce que c'est des termes avec lesquels vous êtes familier? Oui? Infrastructure, bon. Je vais passer plus vite pour aller dans le temps. Donc, l'infrastructure, on a vraiment l'aspect physique. Après ça, on rajoute une autre étape pour avoir une plateforme où je peux mettre mon code comme Google App Engine et ces services-là. Ou je peux acheter complètement le stack au complet. Je peux avoir mon Salesforce.com qui me donne tout mon service tout d'un côté. Je suis désolé pour j'ai essayé de traduire le plus de diapos possible, mais même si c'est en anglais, je vais traduire à mesure. Donc, l'infrastructure en tant que service, ce que j'ai, c'est de l'infrastructure que je peux aller chercher à l'heure, comme Amazon Web Services qui est le meilleur exemple. Plateforme en tant que service, je peux aller déployer mon code où je veux, quand je veux. Et puis le software, mais là, c'est plus une façon de consommer un logiciel, dans le fond, à un frais mensuel par usager. Bon, ça, c'est le premier élément. Puis c'est important parce que quand on parle d'info nuagique, là, puis je vais en parler plus tard des critères puis des résistances, il y en a qui disent, bon, c'est pas sécuritaire. Bon, mais on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de machines virtuelles ou on parle de logiciels qu'on veut utiliser? Parce que c'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes questions qu'il faut poser, puis c'est pas la même façon qu'il faut l'approcher. Donc, la première chose, c'est quand on parle d'info nuagique, parlons-en en étant clair de quoi qu'on parle. Deuxièmement, c'est quoi les caractéristiques d'un nuage? Il y en a 6, je vais en parler de 2 un petit peu plus que les autres. La première caractéristique, puis d'après moi, celle qui est la plus fondamentale, c'est que dans un modèle infonuagique, on donne l'accès aux services à nos usagers. On leur donne les clés du système pour avoir accès aux ressources informatiques qu'on fournit.
Donc, dans un modèle de TI plus traditionnel, il y a un peu une tension, ça aussi je vais en parler, entre les usagers qui veulent avoir des ressources informatiques et puis les TI, les opérations qui gèrent, qui veulent contrôler les ressources. Dans un modèle infonuagique, dont les trois dont j'ai parlé, la grosse différence, c'est que c'est l'usager qui va chercher ses ressources lui-même. Et puis ça crée toute une série de problèmes et de défis qui sont nouveaux. Donc, On-Demand Service, c'est un buffet. On peut aller chercher ce qu'on veut. Sur Amazon, vous pouvez aller chercher une machine virtuelle, du stockage, un service d'IP, un DNS, et puis bâtir votre application. Les autres, je vais les passer rapidement. Donc, accès réseau général. Donc, un système infonuagique, c'est un système qu'on peut accéder de n'importe où sur le réseau avec n'importe quel plateforme, que ce soit un téléphone mobile, tablette, etc. Ça, c'est assez clair. Ça aussi, c'est assez clair que dans un environnement infonuagique, c'est un environnement qui est partagé, donc nécessairement qu'il va avoir des voisins, qu'il va avoir d'autres utilisateurs sur les mêmes ressources. Ça, je pense que c'est assez bien compris. Une extensibilité rapide, ça c'est un des bénéfices qui est les plus importants quand on parle de plateforme infonuagique, c'est que si on en veut des milliers de machines virtuelles, on a simplement à les allumer et puis on peut démarrer immédiatement. On parle même d'une perception de ressources infinies. Si vous allez sur Amazon, vous pouvez faire des choses assez impressionnantes, que ce soit au niveau de l'analyse ou de stockage de données, et puis avoir une perception vraiment de ressources infinies. La dernière qui est importante aussi, c'est le service mesuré. Donc, on pense à l'Hydro-Québec, on a vraiment une quantité mesurée à l'heure de consommation de ressources pour tous les services qui sont fournis sur la plateforme infonuagique. Donc, ça fait le tour des caractéristiques. Finalement, il y a un modèle de déploiement aussi qu'il ne faut pas oublier quand on parle de nuages. Puis là, je reviens à mon point au début. Quand on parle de nuages, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'un nuage public? Puis les gens disent, je ne veux pas faire de nuage, mes données vont être aux États-Unis. Ça se peut sur un nuage public. Il y a des avantages, il y a des désavantages. Est-ce que c'est un nuage privé? Là, si c'est un nuage privé, je peux peut-être donner à mes utilisateurs la majeure partie des bénéfices qu'ils recherchent, mais sur mon infrastructure. Puis encore là, est-ce que c'est mon infrastructure? Est-ce qu'elle est louée? Est-ce qu'elle est achetée? Est-ce qu'elle est chez nous? Est-ce que c'est chez un partenaire? Donc, il y a vraiment beaucoup de modèles de déploiement du nuage. Puis encore une fois, c'est pour ça qu'il faut se poser la question quand on veut parler d'avantages ou de désavantages, de quoi qu'on parle. Je parlais des exemples d'un nuage privé, ou même, on parlait ce matin d'un nuage communautaire. Là, c'est un nuage, mettons, qui est à l'Université de Calgary puis Sherbrooke, qui est accessible à vous et à d'autres partenaires privés. Il est pas chez vous, il est dans une tierce partie, il appartient pas à vous, il est pas chez vous, il est situé à Sherbrooke puis à Calgary, mais il est utilisé seulement par les utilisateurs vérifiés du réseau. Donc, on pourrait décrire ça comme un nuage de communauté ou un nuage privé. Finalement, hybride, la seule chose qu'on veut dire dans ça, c'est qu'il y a des applications, puis il y a beaucoup de services qui vont aller chercher différents modules privés ou publics. Donc, c'est pas obligé d'être pur pour chaque application. Alors, on parlait du nuage de communauté dont je viens de parler. Donc, je vais juste résumer dans le fond que le nuage, ça peut être plusieurs choses. Puis si on retient une chose aujourd'hui, que j'aimerais ça que vous reteniez, c'est la prochaine fois que quelqu'un va venir vous dire on fait du nuage, au lieu de dire c'est bon, c'est pas bon, ou quelqu'un vous approche en disant c'est bon, c'est pas bon, de vous assurer que vous parlez de la même chose. Il y a un exemple très récent la semaine passée dans une institution financière à Montréal, un architecte de réseau qui est rentré, puis qui a eu une grosse conversation à propos du nuage, puis ça s'est engueulé, puis non, on fait pas du nuage, nous. Finalement, il a dit c'est correct, on va faire tout as a service. Puis il a dit OK, c'est correct. Là, on parle de la même chose. Mais une question de terminologie qui a empêché vraiment la conversation d'avoir lieu. Donc ça, c'est le premier point que je voulais faire. Par exemple, vous servez peut-être d'une grille comme ça pour dire, est-ce qu'on parle de public, est-ce qu'on parle de privé, de quel niveau de nuage on parle, puis vous servez d'une grille un peu comme ça pour voir où vous placez vos services dans votre institution, dans votre université. Bon. Je vais être sûr que je suis bien... Les obstacles ou les mythes et les réalités dont je veux parler, il y en a trois. Ils sont basés sur une recherche qui a été faite par un groupe qui s'appelle le groupe Everest aux États-Unis. Puis c'est une recherche intéressante parce qu'ils ont demandé, c'est plus corporatif, je l'admets, ça doit se ressembler avec les institutions publiques aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont demandé de séparer ils ont séparé les réponses entre les utilisateurs de la technologie, les acheteurs de la technologie, et les vendeurs de la technologie. Puis dans certains cas, il y a des différences d'opinion assez impressionnantes. Dans d'autres cas, ils ont été d'accord sur
les réponses. Mais une réponse qui sort souvent des vendeurs, c'est de dire, oui, vous n'avez pas le support exécutif. Ça doit arriver dans les institutions publiques aussi. On n'a pas le support de l'université, on n'a pas le support de tel ou tel groupe. En fait, les gens, les utilisateurs disent que c'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de questions. Mais bon, il n'y a pas toujours de budget ou de solutions qui répondent à nos besoins. C'est plus ça les problèmes. Mais les deux critères où tout le monde s'entend, c'est que, bon, la sécurité, ça revient toujours comme question. Et puis, l'intégration du nuage avec les solutions existantes aussi, ça revient souvent. Donc, je vais parler de ces deux-là. Puis d'une troisième que moi, je trouve personnellement importante aussi, qui est la dynamique humaine. Bon. Juste un petit avertissement. Moi, je ne vais pas rentrer au niveau technique de la sécurité. Si vous voulez parler de firewall puis de Bitfeedback, il y a des gens qui connaissent ça aujourd'hui. Ils sont en bas, puis je vous encourage à aller les voir. Je veux plus parler d'une approche conceptuelle à comment on peut penser à la sécurité et aux autres points dans le nuage. Bon, première question. Sécurité, je vais refaire ce que je vous encourage de faire. On parle de quoi quand on parle de sécurité dans le nuage? Est-ce qu'on parle de niveau de système privé? Bon, en général, non. Quand il y a une question, les gens nous disent, j'ai peur du nuage, je veux pas aller dans le nuage, ou c'est pas sécure, c'est parce qu'on parle d'un environnement public. C'est plus là que se trouve l'hésitation. Donc, on va se trouver dans la colonne de droite. Puis, ma première recommandation, je dirais, pour approcher la sécurité, c'est de voir ça plus comme une analyse de risque par rapport aux bénéfices que vous avez au niveau de la recherche, au niveau d'affaires, au niveau des objectifs que vous voulez atteindre. Parce que dans le fond, il y a vraiment comme deux extrêmes à sécurité. Si on fait pas assez attention puis tout est trop ouvert, ben là, il y a des risques de brèche, il y a des risques de perte, il y a des risques de perte de confidentialité. Mais si on est à l'autre extrême, ben là, on a des risques que les coûts vont être trop élevés ou que de façon opérationnelle, ça sera pas viable. Donc, il s'agit vraiment de balancer le risque, les coûts, et puis l'opportunité d'affaires ou de recherche qui est présentée pour trouver une réponse qui va être intéressante. Premier point. Deuxième point, encore une fois, je le répète, mais le niveau de sécurité ou la conversation de sécurité, dépendant si vous êtes dans un modèle de software en tant que service, de logiciel en tant que service, de plateforme en tant que service ou d'infrastructure en tant que service, va être vraiment différent. Et plus on se rapproche de l'infrastructure, plus vous êtes toujours responsable de la sécurité, même si vous utilisez un service infonuagique public. Donc, c'est un peu une illusion de dire, oui, mais là, je suis sur Amazon, c'est eux qui sont en charge de la sécurité. Non, c'est pas vrai. Vous êtes toujours responsable de toutes les autres couches d'intégration et puis d'application qui sont sur cette infrastructure-là. Et puis, ça devient vraiment un rôle partagé entre vous et le fournisseur de services pour vous assurer de la sécurité de votre application. C'est sûr que eux vont s'assurer de la sécurité physique, ils vont s'assurer de la sécurité du building, puis de l'accès, puis tout ça. Ils vont s'assurer de la sécurité des machines. Mais après ça, à mesure qu'on monte de niveau d'abstraction, ça va être votre responsabilité. Donc, c'est vraiment une approche partagée. Puis ça, c'est une citation qui est dans le document de référence d'un groupe qui s'appelle le Cloud Security Alliance. Je vous encourage à lire et à aller consulter. Puis eux, ce qu'ils disent, c'est que la sécurité dans le nuage, c'est de laisser aller le contrôle de façon gracieuse, tout en maintenant la responsabilité envers vos usagers. Donc, moi, je trouve que c'est bien dit, puis c'est difficile. C'est un peu comme laisser vos clés d'auto à vos adolescents. Là, la première fois qu'ils partent avec l'auto, il faut éventuellement faire le saut, il faut se rendre. C'est pas facile, puis il faut tester. Puis c'est pour ça que c'est toujours mieux de commencer avec des projets qui sont peut-être plus faciles à tester, justement. Mais comprendre qu'on garde la responsabilité, même si ça devient un modèle partagé. Puis même si vous allez voir, mettons, sur Amazon Web Services, dans leur document de sécurité, il y a tout un portail de sécurité sur leur site web. La première phrase du document, c'est que c'est une responsabilité partagée avec vous. Donc, je pense que c'est assez clair de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité? Ben, dans le fond, c'est assez simple. C'est aussi dans les documents du Cloud Alliance, Security Alliance. Mais on prend une approche posée. On commence au début. On parle de quoi? C'est quoi les ressources qu'on veut déplacer vers le nuage dont on veut vraiment s'assurer la sécurité? Est-ce que c'est des serveurs? Est-ce que c'est de la capacité de calcul? Est-ce que ce sont des données? Bon, ça sera pas la même approche. Quels sont les risques dont on a vraiment peur? Est-ce que c'est un risque de perte de qualité de service? Est-ce que c'est un risque de perte de données? Est-ce que c'est un risque de vol de données, de confidentialité? Ensuite, dépendant des modèles dont on a discuté,
que ce soit public ou privé, puis des modèles d'infrastructure choisis, mais là, après ça, on peut prendre des décisions qui sont adéquates pour se protéger de la sécurité. Donc, c'est comme je vous dis, c'est assez haut niveau, mais je pense que ça vaut la peine de prendre un peu de recul, identifier de quoi on parle, de quelle plateforme on parle, de comprendre que c'est partagé, puis là, ben, d'aller voir les autres partenaires, comme je vous ai dit, de parler de vraiment au niveau technique. Bon. Deuxième chose, la portabilité. Ça, c'est peut-être un mythe. Les gens qui pensent qu'on peut prendre une application existante, puis tout ce qu'on a qui est dans un centre de données existant, transférer ça sur le nuage, puis ça va marcher du premier coup. Ça, je vais l'avouer, c'est probablement un peu exagéré, puis ça risque de causer beaucoup de problèmes. Nous, ce qu'on recommande, c'est de faire une approche d'analyse de portfolio d'applications. Donc, j'imagine que dans les universités aussi, vous avez un certain nombre d'applications, que ce soit interne, de gérer des choses comme les plateformes email, ou dans les départements plus de recherche avancée, de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur quelle plateforme. Mais c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qui peut être déplacé sur le nuage de façon technique. C'est quoi la pertinence, je dirais, au niveau technique? Quels sont les bénéfices et puis où on peut les déplacer? Ça, peut-être, je vais passer un petit peu plus vite. Je vais juste passer ici. Puis on a un document, un white paper sur notre site web qui s'appelle Nouvelles architectures pour un monde en UAG, qui parle de ça un peu plus si vous êtes intéressé. Mais le gros, c'est que quand vous regardez, si vous gérez des opérations, c'est le directeur de vos groupes de TI, puis vous regardez l'ensemble des applications TI que vous devez gérer, ben, il y en a qui vont être déjà plus prêtes à être migrées vers le nuage. Parce qu'ils sont déjà encapsulés, ils sont déjà développés sur le web, etc. Il y en a qui vont être plus faciles ou plus pressantes à amener sur le nuage pour des raisons de coût trop élevés ou pour des niveaux d'amélioration de la performance ou des choses comme ça. Donc, les applications qui rencontrent ces deux critères-là, c'est ça qu'on déplace en premier vers notre plateforme info nuagique. Et puis les autres, ben, dépendant, évidemment, s'il n'y a pas d'avantage technique puis il n'y a pas d'avantage d'affaires, ben là, ça ne donne rien de les déplacer non plus. Puis l'autre point qui est important de faire avec ça aussi, c'est que même dans les compagnies avec lesquelles on travaille, qui sont très innovatrices au niveau de l'info nuagique, l'approche, c'est pas une approche universelle de dire on remplace tout ce qu'on a par le nuage. L'approche, c'est vraiment de voir quelles sont les applications qui peuvent vraiment bénéficier, que ce soit au niveau de réduire les coûts ou d'améliorer la performance ou la qualité de service ou d'offrir un nouveau service, qui peuvent bénéficier de l'info nuagique. Un des projets qu'on fait présentement, c'est sûr qu'il va encore avoir des mainframes, il va y avoir de l'environnement traditionnel, mais il va y avoir du nuage public, il va y avoir du nuage privé. Puis c'est une façon de gérer le portfolio qui va ressembler, bon, c'est un exemple encore corporatif, mais c'est un exemple qui va ressembler à ça. Je vais avoir mes applications, puis bon, mes processus d'affaires, mon email, mon web, peut-être ça va être sur Amazon, peut-être ça va être sur Google, mais mes systèmes de facturation, de support, mon service de paye, ça va être à l'interne ou ça va être fait avec un partenaire. C'est pas le nuage, c'est pas quelque chose qui va résoudre tous les problèmes de tout le monde. C'est quelque chose qui va vraiment permettre à certaines applications d'être déployées beaucoup plus rapidement ou de façon beaucoup moins dispendieuse. Ça, je vais sauter par-dessus. Troisième facteur, ça, moi, que je trouve un facteur qui est plus fascinant au niveau de l'info nuagique quand on parle de l'infrastructure en tant que service, c'est le facteur humain. La raison pourquoi je dis ça, c'est que, d'après moi, l'info nuagique, c'est vraiment un changement de perception. Ça, c'est la citation, j'avais des autos tantôt de Ford qui disait, bon, si j'avais demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Puis c'est un peu ça qui arrive dans le sens que si on pense qu'on peut continuer de faire nos TI de la façon dont on les fait aujourd'hui, avec notre virtualisation et rajouter quelques autres services autour de ça, je pense qu'on va manquer l'opportunité qui existe au niveau de l'info nuagique. Puis là, il faudrait que je vois, puis je serais curieux d'avoir des commentaires aussi, de voir dans vos milieux si ça ressemble. Moi, comme je dis, c'est plus des exemples du monde commercial, mais je me doute que ça doit ressembler un peu. C'est un échange assez typique de cette relation-là. D'un développeur qui disait, moi, je veux un serveur, puis là, les gens te disent, ben pourquoi, là, ça va te prendre un formulaire, puis il faut que tu me dises qu'est-ce que tu veux, combien tu veux. Là, le développeur dit non, regarde, c'est pas tes affaires, là, c'est vite, là, faut que je fasse un projet, faut que je développe quelque chose, puis là, ben, il dit bon, ça va prendre 3 semaines. Bon, puis là, tout le monde est, tu me donnes pas ce que je veux, tu me dis pas ce que tu veux, puis il y a une tension qui existe là. Puis moi, ce que je trouve, c'est que si on regarde
mettons la virtualisation, par exemple, qui est une technologie quand même impressionnante qui a transformé nos centres de données. Ça a transformé nos centres de données, mais ça n'a pas vraiment changé le processus. Au lieu de demander un serveur, on demande une machine virtuelle, puis là, pourquoi? Puis là, ben, ça va prendre 3 semaines, puis là, on a encore le même échange qui n'est pas productif. Quand on arrive avec un service d'info nuagique, je veux un serveur, pourquoi c'est pas tes affaires, donne-moi 3 semaines, ben là, les usagers disent, bon, tant pis, moi je m'en vais sur Amazon, puis je vais le mettre sur mon compte de dépenses, ça va me coûter 8$ par mois, puis tu le verras pas passer, puis je vais faire ce que je veux. Puis ça, c'est vrai, là, on a un client aujourd'hui qui est venu nous voir pour essayer de faire un nuage privé parce qu'il est rendu à 300 machines virtuelles sur Amazon. Puis là, ben, c'est comme le contraire. C'est sûr que c'est beau et c'est flexible d'être sur Amazon, mais si c'est pas encadré dans un système de gouvernance corporatif, ben là, ça devient le Far West aussi, là. Mais je veux dire, moi, c'est juste pour le fun, je suis allé sur Amazon, juste me partir une coupe de services. Là, je suis même pas un développeur, mais vous pouvez aller s'asseoir, mais ça m'a coûté 92 cents pour mettre un service de redondance de ma base de données. Là, j'ai parti un système de database, de base de données relationnelle. J'ai des serveurs Linux, j'ai un block storage, puis j'ai mon stockage d'objets en 5 minutes sur Amazon. Fait que c'est ça qui existe aujourd'hui, qui est accessible aujourd'hui pour les usagers et les développeurs. Puis c'est avec ça qu'il faut travailler. Puis l'autre chose qui arrive, c'est que bon, sur Amazon, là, je peux avoir pas juste des machines virtuelles, mais je peux avoir comme une liste complète de services qui peuvent m'aider à faire toutes sortes de choses. On parlait de big data ce matin, là, bon, de MapReduce ou de Hadoop ou des services de base de données Cassandra, tous des services avancés de traitement de données qui sont disponibles comme ça sur demande. Dans les nuages privés aujourd'hui, dans la plupart des grandes entreprises, encore une fois, je parle du côté commercial, mais on peut avoir des machines virtuelles. Là, c'est pas vraiment le même niveau de service. C'est pour ça que les gens font un peu le détour. Fait que, dans le fond, ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est une relation où les unités d'affaires et les développeurs, dans le fond, veulent aller sur le marché, aller chercher leurs ressources, aller chercher ce dont ils ont besoin du côté informatique. Sauf que les TI sont dans le milieu puis ils agissent comme un peu un système de planification centrale. Disent non, nous on sait qu'est-ce que vous voulez, puis c'est nous qui va décider si vous avez le droit ou non, puis combien ça va coûter, puis ils créent une espèce d'interface qui est pas naturelle. Parce que ce qui arrive, c'est que les unités d'affaires puis les développeurs s'en vont de leur côté puis s'en vont dans le nuage se procurer ce qu'ils veulent dans un marché noir. Mais c'est un peu ça qui arrive. Je veux dire, aujourd'hui, je me rappelle pas de la statistique, faudrait que je pourrais la ressortir, mais il y a une statistique comme 30 ou 40% des décisions de technologie se font aujourd'hui sans la consultation avec le groupe TI. Donc, c'est un groupe d'affaires qui dit, moi, je vais aller sur, maintenant, c'est le groupe de vente et marketing, qui dit, nous, on va aller utiliser Salesforce.com. Ils n'ont pas besoin de parler à personne dans leur système ou dans leurs opérations TI. Ils s'en vont dans leur modèle de software as a service. J'ai un développeur qui s'en va, il dit, moi, je m'en vais sur Amazon. Puis c'est ça qui est difficile à gérer, c'est que le fait que tout le monde s'en va là. Puis c'est un peu, dans le fond, l'analogie, puis bon, ça, c'est un de mes amis, Dave Roberts, qui disait que, dans le fond, les TI aujourd'hui, c'est comme le communisme. Ils essaient de contrôler les ressources, puis la distribution des ressources, sans être capable de savoir exactement ce dont tout le monde a besoin. Puis c'est ça le problème un peu. Puis ça crée des files d'attente ici, puis des surplus là, puis on n'est pas capable de gérer les ressources informatiques qu'on veut distribuer à nos clients. D'un autre côté, je veux pas être trop dur sur les opérations, parce que ce que je disais tantôt, c'est que si on laisse tout le monde s'en aller à gauche puis à droite, les unités d'affaires ici, puis les développeurs là sur Amazon, ben là, ça devient un peu le Far West, puis c'est difficile à contrôler. Fait que c'est quoi la solution? Ben ça, c'est une des approches qui évolue avec beaucoup de groupes avec lesquels on travaille. C'est-à-dire c'est d'essayer de marier les besoins des développeurs et les besoins des opérations. Bon, je ne vais pas lire tout ça, mais je vais parler un peu d'un concept qui s'appelle DevOps. Puis je suis sûr que ça a des applications aussi dans les milieux dans lesquels vous travaillez. Mais c'est plus de créer une relation d'harmonie, dans le fond, entre les gens qui ont besoin de ressources et entre les gens qui offrent les ressources. Puis de voir ensemble c'est quoi les priorités d'affaires, c'est quoi les objectifs qu'on veut accomplir ensemble. Puis de faire comprendre justement aux développeurs et aux unités d'affaires qu'on peut pas aller à gauche puis à droite sans modèle de gouvernance. Mais du côté des opérations, trouver une façon d'encadrer ça à l'avance, puis de dire, bon, ben nous, on va vous donner un nuage privé et public, vous avez le droit à tel genre de machine, tel genre de système sous tel modèle, puis c'est comme ça qu'on va le gérer pour vraiment répondre aux besoins des deux organisations le mieux possible.
Donc, c'est ça, je pense que je suis pas pire au niveau du temps. En résumé, la sécurité et la compatibilité, le facteur humain, puis quelques pistes de réflexion pour chacun de ces facteurs-là. Je vous laisse avec la citation de Machiavelli. Je vais vous laisser une minute pour la lire, qui parle de changement. Puis je pense que c'est vraiment un changement à ce niveau-là qu'on vit avec l'info nuagique. En gros, c'est tout ça pour dire que dans notre esprit à nous, quand on a ces conversations-là avec les entreprises, c'est pas une conversation de technologie, c'est une conversation de culture, d'innovation, de changement. Puis je pense que ça promet beaucoup. Alors, j'ai encore quelques minutes pour les questions, si vous voulez, puis ça me fera plaisir de vous suivre. Sur notre site web, comme je vous disais, il y a un white paper qui décrit les modèles dont je vous ai parlé. Ça me fera plaisir d'en discuter plus longuement. Je vois pas à l'arrière. Mais moi, je vais vous en poser une. Est-ce que c'est trop corporatif ou est-ce que ça rejoint ce que vous vivez? Quelqu'un? Vas-y, toi. Non? OK. Ouais. C'est dans quel secteur? Ouais, OK. Ça se peut ça aussi. OK. Oui. 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 OK. Que ça soit peu importe la location physique ou géographique ou c'est pour ça que je pose la question, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais je vous demande parce que c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que ce concept-là existe au Canada aussi. Si le gouvernement du Canada veut saisir une donnée pour une recherche légale, ils vont le faire aussi. Je comprends qu'aux États-Unis, c'est plus délicat. Mais je voulais savoir dans le sens que si c'était un nuage basé à Montréal, privé, qui appartient à des universités. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je pose la question, là, parce que ça revient à ce que je disais, dans le sens que puis je comprends, il y a beaucoup d'entreprises qui disent, bon, le nuage, c'est Amazon, c'est aux États-Unis, je veux pas y toucher. Mais si on est capable d'avoir des ressources, que ce soit individuelles, privées ou partagées au Québec ou à Montréal, au Canada, ben là, ça réduit certaines de ces situations-là.